le journal. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. À la une de ce journal, agression rwandaise, le gouvernement congolais fustige le non-respect de l'esprit du processus de Nairobi et de Luanda. Il a signé un communiqué que vous aurez à suivre tout de suite dans ce journal. Pluie torrentielle à Lubumbashi, 2 morts, 1 disparu et plusieurs maisons écroulées la nuit du 16 au 17 janvier. Ces dégâts ont ciblé de quartiers marécageux et des habitations construites en matériaux semi-durables. Vous le verrez aussi tout de suite dans ce journal. Les héros nationaux congolais célébrés au-delà de frontières nationales à Moscou, à l'université portant le nom de Patrice Emery Lumumba. Les étudiants se sont joints à l'ambassadeur Ivan Vangu pour saluer les combats du panafricaniste. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Davos en Suisse où il a assisté au Forum économique mondial. Cette édition est concentrée sur la crise énergétique et l'inflation. Le thème de cette année, la coopération dans un monde fragmenté. Les détails avec Pierre Kebambeso Moïsa. Ce mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ces grands rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois, et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres. Une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. 2 morts à Lubumbashi. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mardi a causé 2 morts, des blessés et aussi des disparus dans la commune de Katouba. Le nombre exact reste encore inconnu. La population pointe du doigt les entreprises chargées de moderniser certaines routes dans ce coin du pays. On fait le pont avec Richard Kalala. Lubumbashi, commune de Katouba, province du Haut-Katanga, la nouvelle de la pluie n'est pas toujours bien accueillie par ses habitants. Une prédisposition de la population qui vaut son pesant d'or au vu des dernières pluies qui n'ont pas fait les beaux temps sur l'avenue Upemba. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2023, ces pluies ont causé la disparition de plusieurs personnes dont une seule a été repêchée en séjour. Sur l'arrêt de bus de la ligne Foyer Katouba-Machipicha, les eaux de ces pluies ont inondé ces coins, emportant avec elles 2 véhicules de marque Pobox et noyant par la même occasion les restes des véhicules qui s'y trouvaient. Chargées des travaux d'assainissement de ce lieu depuis le mois de mai l'an dernier, les entreprises OVD et CCEC sont indexées par ces populations de ne pas être à la hauteur de la tâche leur confiée. Un conducteur de véhicule sollicite l'implication du gouvernement provincial. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici au niveau de l'arrêt de bus Tempo sous l'avenue Upemba. Les autorités ne voient pas-elles pas ce qui se passe ici? Pour rappel, en mars dernier, un couple fraîchement marié avait perdu la vie à ce même endroit.
La route nationale numéro 43 dans son tronçon compris entre la commune de Lantsélé et la commune urbano-rurale de Maluku est en pleine réhabilitation. Le directeur général de l'office de route, Janoki Kangala, est descendu sur les lieux se rendre compte de l'évolution de travaux. Joël Makela nous en dit un peu plus. Des travaux anti-érosifs s'effectuent sur la route nationale numéro 43, tronçon compris entre la commune de Lantsélé et la commune urbano-rurale de Maluku. Précisément au village Kimpoko sur PK0 plus 8 100 et 0 plus 8 150. Le directeur général de l'office de route, Janoki Kangalangoy, a visité le déroulement de ces travaux. Il est venu s'enquérir de l'évolution de ces travaux qui constituent à refaire l'asphalte, le béton d'accotement ainsi que le béton en vue d'amener les eaux vers les rivières, puis les travaux d'assainissement afin d'ouvrir la chaussée. Le numéro 1 de l'office de route se dit satisfait de l'évolution de ces travaux. Nous avons saisi les autorités. Il s'est fait que les autorités ont été sensibles pour donner les moyens à la direction provinciale afin de pouvoir intervenir pour corriger cette situation. Donc c'est ici pour nous l'occasion de remercier son Excellence Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de ménager aucun effort pour soulager la misère de la population. La route nationale numéro 43 est une route transafricaine et permet également la facilitation du commerce transfrontalier entre Kinshasa et Brazzaville. Le patron de l'office de route multiplie des stratégies et des descentes sur le terrain pour améliorer la qualité de travail afin de mettre à la disposition de la population congolaise des meilleures routes et ponts capables de concurrencer d'autres infrastructures du monde. L'entêtement du M23 et son soutien, le Rwanda, je le dis tantôt, démontre que la paix est leur dernier souci. Le gouvernement congolais pense que la situation ne devrait plus durer comme ça. Rien n'est respecté selon l'esprit du processus de Nairobi et de Luanda. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula Penapala, a signé un communiqué que nous lit Edith Chala. Cette grande route d'intérêt capital pour les habitants du quartier Givel dans la commune de Lantsélé risque de se couper en deux si l'on y prend garde. Une grosse tête d'érosion avance progressivement sans inquiéter l'autorité urbaine, plongeant ainsi la population du coin dans le désarroi total. Et pourtant, sur l'autre rive de la route, une belle cité est en train de naître avec une architecture moderne donnant une valeur ajoutée à ce quartier logé dans la périphérie de Kinshasa. Les véhicules qui passent sur la chaussée à cet endroit sont exposés à ce danger permanent suite aux pluies diluviennes qui s'abattent presque chaque jour sur la ville. Les moyens de prévention mis par le paysan pour stopper cette géante érosion semblent être inefficaces. Au prolongement de la même route vers le quartier Plaza, une autre érosion, après avoir réussi à écrouler une partie d'un logis d'à côté, menace le pont. Les motocyclistes et les usagers de la route lancent un cri d'alarme. Ce pont est tellement trop petit qu'il ne supporte pas les tonnages des gros véhicules. Nous, les motards, sommes exposés. Plusieurs d'entre nous sont déjà tombés sous ce pont malgré ce... Juste à cet endroit se trouve un grand site touristique appelé Simon Plaza. La détérioration de cette artère est un manque à gagner pour cet opérateur économique qui contribue à la promotion d'une classe moyenne en RDC. Nous demandons aux autorités de réhabiliter ce pont car cette route est d'une importance capitale pour les habitants de ce coin. Il est donc temps d'agir, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. C'est le moment d'agir, n'entendez pas la campagne électorale pour venir nous amadouer à lancer, sous couvert d'anonymat, un habitant du coin. C'était plutôt le récit de Mireille Ndeke sur la grosse tote d'érosion en progression sur la route principale menant vers le quartier JVL dans la commune de Lantsélé.
Autre chose, déterminé à respecter les délais de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue instruit les acteurs impliqués dans le préparatif. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour que le délai de la livraison des infrastructures liées à l'organisation justement du 9e jeu de la francophonie soit respecté. Un récit de Pati Tondouango. Les infrastructures destinées à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa doivent être remises au gouvernement dans les délais impartis. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue y veille. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire sur les sites sélectionnés pour abriter ces Jeux? Autour d'une table, le chef de l'exécutif national a examiné la question avec les représentants du chef de l'État, les délégués généraux à la francophonie, les directeurs nationaux des Jeux de la francophonie et quelques membres du gouvernement. Les orientations et instructions claires ont été données par le Premier ministre. Rencontre qui fait suite à la visite d'inspection des travaux sur des différents sites par Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue, a fait savoir le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, nous faisions quoi avec les entreprises qui sont sur terrain? Et nous avions eu l'orientation, des instructions du Premier ministre pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêt à organiser le 9e Jeu de la francophonie prévu au mois de juillet, août 2023. Parce que c'est au plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Le comité de pilotage de ces 9e Jeux qui vont se dérouler à Kinshasa fin juillet 2023 a sollicité l'implication de tous. Attentat à la bombe dimanche dernier à Kassindi, au Nord Kivu, les caucus de députés nationaux dénoncent cet acte odieux. Ils l'ont dit au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue lors d'une audience lui a raccordé Pati Tondouango Marcel Moubenge. Bienvenue au Sala. Deux préoccupations majeures ont conduit les caucus des députés nationaux du Nord Kivu auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue ce mercredi 18 janvier 2023. Il s'agit de l'attentat de Kassindi à Beni, perpétré par les ADF ayant fait plusieurs victimes et d'importants dégâts matériels. Ces élus du peuple ont plaidé pour le renforcement de la sécurité afin que pareils actes ne se reproduisent plus. Notre recommandation principale, qui est la sienne aussi, est qu'il faudra renforcer en tout cas la sécurité aux frontières, notamment pourquoi pas mettre des contrôles avec des contrôles donc pour les objets métalliques, pour pouvoir s'assurer que tous ces mouvements d'ADF avec ces bombes artisanales ne puissent pas encore attaquer nos populations et causer des morts inutiles. Quant à la question du refus des désengagements du M23 dans quelques localités du Nord Kivu, ce caucus a reçu les assurances du chef du gouvernement de mettre fin à l'activisme de ces mouvements terroristes. Le M23 fait de la mauvaise foi, soutenu bien sûr par le Rwanda. Son Excellence le Premier ministre nous a rassuré. En tout cas, tout est mis en œuvre aussi au niveau du gouvernement pour s'assurer que la feuille de route de Luanda sera respectée. C'est cela notre souhait, qu'on puisse avoir les armes se taisent et que le 1-23 retourne au niveau du Mont Sabinyo comme ça avait été prévu. Ces élus nationaux disent rester solidaires à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui ne jure que sur les retours de la paix et de la sécurité. Et pour le caucus de ces députés, les auteurs doivent être appréhendés et poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Je le disais, pour ces députés ou les caucus de députés nationaux du Nord Kivu, les auteurs doivent être appréhendés et poursuivis avec toute la rigueur de la loi. D'une rare cruauté, et faisons constater qu'ils ont une similitude avec les massacres commis à Kishiché, dans le territoire de Rutshuru, par le M23. Profondément consternés par cet énième acte terroriste, nous sommes à vos côtés dans ce désastre. Toutes nos condoléances aux familles éplorées et notre compassion aux différentes victimes. Nous vous encourageons pour votre résistance et votre lutte contre l'asservissement et la capitulation entre les mains de l'envahisseur qui tient à prendre nos terres, qui viole, tue et pille nos biens comme moyen de pression pour nous contraindre d'adhérer dans son schéma de la balkanisation
de notre pays. Que le gouvernement, qui a la charge exclusive de la défense de l'intégrité territoriale et de la protection de la population, ainsi que de ses biens, renforce davantage les mesures de sécurité dans les milieux à fortes affluences. Face à cette situation, nous demandons au gouvernement de mettre tout en œuvre pour assister les victimes ainsi que le personnel soignant, traquer les terroristes et déférer devant la justice tous les auteurs de ces actes qui heurtent la morale de l'humanité. Nous exhortons notre population à plus de vigilance et de collaboration avec nos forces de défense et de sécurité dans la collecte des renseignements utiles. Pendant cette période où notre pays est menacé dans son intégrité territoriale, nous appelons notre peuple à plus d'unité et de cohésion nationale. L'entêtement du M23 et son soutien au Rwanda démontrent que la paix est leur dernier souci. Le gouvernement congolais pense que la situation ne devrait plus durer comme ça. Rien n'est respecté selon l'esprit du processus de Nairobi et de Luanda. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a signé un communiqué que nous lit Edith Chala. Ministère des Affaires étrangères, le vice-premier ministre. Communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo en rapport avec la situation sécuritaire au Nord Kivu. Selon la programmation établie par les chefs d'état-major généraux de l'EAC et le commandant de la force régionale de l'EAC en présence du chef du mécanisme ad hoc de vérification à Dar es Salaam le 15 décembre dernier, à la date du dimanche 15 janvier 2023, les terroristes du M23DV, en application du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, quitter toutes les zones occupées en territoire congolais pour permettre le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones et le retour des populations congolaises déplacées à leur domicile. Le gouvernement de la République démocratique du Congo constate que, comme à leurs habitudes, les terroristes du M23 et les autorités rwandaises qui les soutiennent n'ont pas une fois de plus respecté leur engagement au mépris total de la communauté d'Afrique de l'Est, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU et des partenaires bilatéraux. En effet, après avoir saboté les résolutions de ce mini-sommet et tourné en dérision les chefs d'État signataires du communiqué final sus-évoqué par des manœuvres dilatoires répétées et des simulacres de retrait du territoire de Kibumba ainsi que du camp militaire de Rumangabo dont il contrôle toujours les localités périphériques et les voies d'accès, le M23 et les forces de défense du Rwanda ont massacré 227 civils congolais innocents dans les localités de Kishiché et Pambo dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier. Ils ont poursuivi leur offensive militaire vers le plateau de Massissi au lieu de se retirer vers la montagne de Sabinyo, côté République démocratique du Congo, comme arrêté aussi bien par les chefs d'état-major généraux des forces armées des États de la communauté d'Afrique de l'Est lors de leur réunion de Bujumbura du 8 novembre 2022 que par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Au demeurant, l'équipe mixte EAC, mécanisme ad hoc de vérification institué dans le cadre du processus de Luanda et mécanisme de vérification élargi de la CIRGL, mandaté pour constater le retrait effectif ou non du M23 de Kibumba, a établi que celui-ci occupe toujours cette localité et continue à rançonner la population par des taxes et autres prélèvements obligatoires. Au surplus, le M23 a empêché l'équipe conjointe de poursuivre sa mission et l'a contrainte à rebrousser chemin. De tout ce qui précède, le gouvernement de la République démocratique du Congo 1. Prend acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre des processus de paix de Nairobi et de Luanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2. Prend acte du non-respect par le Rwanda des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda et du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, ainsi que de son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC. 3. Interpelle l'ONU, l'Union africaine, la CEAE, la CIRGL et les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant, selon leurs mécanismes et règles propres, les autorités rwandaises et les dirigeants du M23, qui ne cessent de les défier et de violer le droit international, ainsi que les droits fondamentaux de l'homme
à l'est de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, tout en renouvelant son engagement dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et pour l'instauration d'une paix ainsi que d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs, le gouvernement de la République démocratique du Congo assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de l'État congolais et assurer la sécurité de ses populations. Il n'entend point faiblir ni transiger avec personne quant à ce. La République démocratique du Congo est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens, dans la ligne droite de la déclaration du chef de l'État le 20 septembre 2022 à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. Kinshasa, le 17 janvier 2023, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Peneapala. Tous les chefs d'état-major généraux honoraires désormais derrière la nouvelle politique de la défense présentée il y a de cela quelques semaines. Ils veulent aussi apporter leur pierre. Ils l'ont dit au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Jojondi Kaboulou. Après avoir présenté officiellement le mardi 27 décembre dernier le document de politique de défense de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major généraux honoraires des FARDC ont été invités par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, en vue d'échanger avec ces derniers qui ont une expertise et expérience dans les domaines militaires. Les chefs d'état-major généraux honoraires des forces armées de la République démocratique du Congo soutiennent cette volonté politique qui va faire en sorte que les FARDC remontent en puissance. Nous avons trouvé que cette politique est très constructive et ça va permettre à nos forces armées de disposer sur place à l'intérieur de notre pays certaines industries pour ne pas dépendre d'autres pays qui, à chaque fois lorsque les circonstances changent, on nous impose un embargo total. C'est pour cela que nous avons soutenu l'action du ministre de la Défense tout simplement pour que nous puissions, au sein de notre pays, avoir tout le nécessaire qu'il faut pour le développement harmonieux de nos forces armées. La politique de la défense est l'ensemble des grandes options et principes politiques, stratégiques et militaires en vue d'assurer la défense d'un pays. Et puisqu'il faut le dire, en République démocratique du Congo, la politique de défense n'a pas été formellement définie depuis son accession à l'indépendance en 1960, à en croire le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga. Sachez aussi que le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, est venu à la rescousse de déplacer des Kanyarushina, territoire de Nyiragongo, la plupart petits agriculteurs contraints d'abandonner leurs activités suite à l'agression barbare orchestrée par le patron du M23, Paul Kagame, en offre de soulagement pour ces citoyens qui ont reçu 2 ministres du riz, des haricots, du sucre et autres biens de première nécessité. On en parle avec Marthe Mangaza. Au terme de sa très récente mission de travail et d'itinérance dans la province du Nord Kivu et principalement à Goma, chef-lieu de cette entité, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, a trouvé les moyens de se procurer une fenêtre pour aller réconforter les déplacés des Kanyaruchinya dans les territoires de Nyiragongo. Triple motivation à cette visite pour le numéro 1 de l'agriculture congolaise. D'abord, la grande majorité des victimes de l'agression barbare du M23 portée par Paul Kagame, contraints à l'exil dans ces camps, sont essentiellement des petits agriculteurs qui ont tout abandonné. Ensuite, en tant que fils du terroir, celui qui a reçu mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour mener à bon port la revanche du sol sur le sous-sol, c'est devrait de réarmer moralement tous ses compatriotes
base électorale du président de la République pour un deuxième mandat. Enfin, par solidarité gouvernementale, il était impératif qu'il contribue au soulagement significatif du calvaire enduré au quotidien par ses enfants, ses hommes et ses femmes dans leur propre pays. Voilà pourquoi Désiré Nzingabiri-Anzeler a rapporté un lot substantiel des haricots, de riz, de l'huile et de divers biens de première nécessité. Le besoin est énorme. Il faudra qu'on revienne rapidement avec le don du gouvernement pour donner encore un petit rien, soulager ces populations ici. Geste louable que nos frères déplacés ont reconnu et apprécié. Trophée Marthe Kassalou, femme d'honneur, 3e édition. Plusieurs personnalités féminines congolaises vivant en RDC et à l'étranger sont nominées. La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungu, ainsi que le partenaire, notamment la Lisadel, l'ont annoncé au cours d'un point de presse. Joseph Oscar Mbalkaïj nous en dit un peu plus. Cet échange avec la presse, aussi bien nationale qu'internationale, a permis à la ministre de la Culture et des Arts, Maître Catherine Katungu Fura, d'annoncer officiellement les débuts des activités de la 3e édition du trophée Marthe Kassalou, mère biologique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des activités prévues au mois de mars 2023. Il s'agit de la question d'engagement et de reconnaissance des efforts, reconnaissance des sacrifices, reconnaissance de l'importance des personnes qui ont été longtemps oubliées, pourtant faiseurs des grands hommes, faiseurs des grands leaders et faiseurs d'une grande opinion autour des hommes qui sont mis toujours au premier plan et eux restent toujours ignorés. À cette occasion, plusieurs nominés seront présentés et primés. En tant que membre du gouvernement, la ministre Catherine Katungu Fura a annoncé également son implication aux côtés de la Lisadel dans la mobilisation des fonds pour la réussite de cet événement afin de couronner les meilleurs d'entre nous, et cela dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de notre pays est proclamé aujourd'hui champion de la masculinité, du genre, et aujourd'hui le champion de la culture. Parce que grâce à la reconnaissance de la place de la culture dans tout ce qu'il est en train de faire, comme vision et comme programme, nous ne pouvons que les soutenir, et c'est une des manières pour soutenir l'action du président de la République, l'action des nations du monde, l'action des hommes et de femmes engagés pour la reconnaissance des valeurs oubliées. Des questions de fonds ont été abordées par les membres du comité d'organisation et de partenaires comme l'UNESCO. On va découvrir aujourd'hui dans Instant Papal le rite congolais, le seul rite à être approuvé par le Saint-Siège en 1988 comme variante du rite romain. Qu'est-ce qu'est le rite congolais? La réponse comme toujours avec Jacques Kabwaba. On appelle le rite congolais une adaptation africaine des rites liturgiques romains de l'Église catholique. Il fut approuvé par les Saint-Sièges en 1988. La mise sur pied du rite congolais correspond à la mise en pratique de l'idée d'inculturation cherchant à impliquer les fidèles dans la vie liturgique par la reconnaissance et la prise en compte de la culture locale. Le rite congolais est en effet le seul à être approuvé par les Saint-Sièges comme variante du rite romain. Les chants et les danses au rythme des tambours sont inhabituels dans la basilique et ne font pas partie occidentale. Pourtant, le rite congolais est parfaitement conforme à la liturgie de l'Église et représente un modèle d'inculturation. Ce terme chrétien et missionnaire signifie que l'Évangile s'adapte à la culture des pays où il se trouve. L'effort d'adaptation a nécessité des décennies de travail entre les évêques de la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. C'est en effet à partir du Concile Vatican II et de la Constitution Sacrosanctum Concilium que les églises de chaque pays ont eu la possibilité d'abandonner la messe en latin et de la célébrer dans la langue vernaculaire. En Afrique, seuls les intellectuels pouvaient vraiment comprendre la messe en latin, raison pour laquelle les évêques congolais ont donc profité du Vatican II pour créer une liturgie vivante et parlante pour les fidèles. Les messes congolaises sont particulièrement dynamiques avec un public très réactif et amené à chanter et à danser sur les bancs de l'église.
Les prêtres invoquent les saints et les ancêtres du peuple au début de la célébration. Les fidèles célèbrent aujourd'hui les mêmes prières, la même Eucharistie et ont les mêmes calendriers que dans les rites romains. Signalons toutefois que les Européens qui viennent assister à nos messes sont parfois choqués par les bruits et la vivacité des échanges autour d'eux. Ils sont laissés à applaudir à la fin des chants parce qu'ils voient cela comme un spectacle. Mais pour nous, c'est une simple participation à l'acte liturgique. Nous célébrons les psaumes comme la Bible le dit, en battant des mains et en les levant vers le ciel. Révision du fichier électoral, le sujet était au centre des échanges entre le président de la centrale électorale Denis Kadima et une délégation de la mission d'observation électorale Senko ECC. Reportage Jean-Pierre Ndolo Demazouté Samba et Jires Tofunje. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation de la mission d'observation électorale Senko ECC, conduite par le père Clément Makiobo, secrétaire exécutif de la commission justice et paix de la Senko. Le président Denis Kadima était accompagné du rapporteur, Madame Patricia Nsea. Cette mission d'observation citoyenne a échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale avant la publication de son rapport à mi-parcours sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1 démarrée le 24 décembre 2022. Comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primeur de l'information. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. Cyril Ebotoko estime qu'il est important de travailler avec la CENI en lui fournissant les informations sur ce qui se passe sur le terrain en vue d'améliorer les opérations en cours dans l'AO1. Néanmoins, comme les pères spirituels l'ont recommandé, il invite tous les Congolais à aller se faire enrôler massivement dans les centres d'inscription. C'est un vaste projet qui prend de plus en plus corps. Il s'agit du centre financier de Kinshasa qui va abriter l'ensemble de services de finances et du budget. Pour une meilleure coordination, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a donné toutes les précisions à travers ses commentaires de Cédric Kenina. Le centre financier de Kinshasa, fruit de la coopération turco-congolaise, sera inauguré le 1er décembre 2023. Mais alors, c'est quoi concrètement ces centres qui sonnent argent de la République? Il s'agit, selon les propos du ministre, d'un vaste complexe, des bâtiments incroyablement imposants qui vont regrouper l'essentiel des administrations du ministère des Finances, les cabinets du budget et les 3 régies financières. Sur le même site, nous aurons la nouvelle direction générale du Trésor, qui sera un élément clé dans les réformes que nous mettons en place, de modernisation des finances publiques. Nous avons le data center, le principal, le grand data center. Vous savez que dans la digitalisation que nous mettons en œuvre, l'informatique va jouer un rôle clé. Nous aurons un data center moderne ici, sur le site. Nous avons également, dans le cadre du montage que nous avons fait, nous aurons un hôtel de plus de 240 chambres. Ce sera un hôtel Marriott. 240 chambres, 4 suites présidentielles avec vue sur le fleuve. Un data center moderne. Un centre de convention de 3000 places, quasiment le plus grand d'Afrique centrale. Ces grands projets pèsent plus de 300 millions de dollars américains. Au cours de ces dernières années, la Turquie a multiplié les volumes des échanges commerciaux avec l'Afrique. Et dans cette logique, la RDC, à travers la diplomatie agissante de son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, figure en bonne place pour resserrer ces liens de fraternité et d'amitié. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les jeunes générations doivent reprendre le flambeau et continuer la lutte pour l'indépendance. Et le message de l'ambassadeur de la RDC en Russie, Ivan Vango, aux étudiants rassemblés devant le buste de Patrice Emery Lumumba, placé à l'entrée de l'université portant les noms du héros national congolais, Françoise Bouelabouaki. Hivernal à Moscou,
devant le buste du héros national Patrice Emery Lumumba, l'ambassadeur Ivan Vangungimbi, accompagné de son épouse, avance pour fleurir l'œuvre symbolique. Devant le buste, le geste du représentant de Félix-Antoine Tshisekedi au pays de Vladimir Poutine a été suivi. Des roses portées par les étudiants mêlés à la communauté congolaise pour commémorer la date du 17 janvier. Tous reconnaissent le combat du panafricaniste. Placé devant l'université portant avec admiration le nom d'un digne fils congolais, construite en 1960 pour saluer la lutte des peuples africains pour l'indépendance, ce lieu force le respect depuis des années. C'est un honneur pour nous d'y être parce que Patrice Emery Lumumba, qui est notre héros national, représente justement le symbole de la lutte pour l'indépendance, la lutte pour la dignité, la lutte pour la fraternité entre les peuples. Et il est parti très tôt, trop tôt, et c'est pour cette raison que nous avons souhaité l'honorer aujourd'hui pour rappeler aux jeunes générations la quintessence de son combat et inviter ces jeunes générations justement à reprendre le flambeau pour pouvoir continuer la lutte parce que l'Afrique n'est pas encore totalement indépendante, surtout sur le plan économique. Et aujourd'hui, nous assistons à un remaniement de la géopolitique internationale. Il est donc nécessaire que l'Afrique devienne véritablement acteur et sujet de son histoire plutôt que d'être toujours le spectateur et l'objet des relations internationales. L'université Patrice Emery Lumumba organise une semaine commémorative avec la collaboration des autorités académiques de cette prestigieuse institution de renommée internationale. 62 ans après son assassinat, nombreux esprits continuent à écrire sur ce personnage, à l'image de Ludmila, vice-recteur de l'université, auteur d'un ouvrage consacré à l'illustre personnage. Livre symboliquement remis à l'ambassadeur en présence des diplomates. Godin Poi, porté à la présidence du Haut Conseil des Églises de Réveil en RDC, une structure qui fait l'interface entre l'État et les Églises de Réveil. Il a été désigné hier par le père des Églises de Réveil lors d'une assemblée élective. Sandra Wallo nous en dit un peu plus. Tout a commencé par une prière en faveur de la RDC qui traverse une période de guerre imposée par les marionnettes de M23, commanditées par le Rwanda. Après s'en est suivi les interventions de pères de l'Église sur l'importance de vivre ensemble au regard de la responsabilité qu'a l'Église sur le développement de la nation congolaise. Chacun d'entre eux s'est vu dans l'obligation de travailler pour changer la société congolaise, surtout la jeunesse, pour un lendemain meilleur. Et ensuite, le pasteur Godin Poi, président en exercice de cette structure, a été sacré et consacré par ses pairs en présence de l'assistance pour confirmer et valider son mandat qui est d'une année. Ce dernier a désormais le pouvoir, selon la loi, de représenter l'Église devant l'État et le tiers. Nous devons d'abord passer par les États généraux, comme l'archevêque général l'a suggéré. Et là, nous allons maintenant faire la régulation en syntonie avec l'arrêté de 2013 et de la loi de 2001 sur les aspects. L'unité spirituelle, c'est Christ qui l'a créée. Si c'est pour le royaume que nous travaillons, si la notion du salut éternel a encore un sens dans l'Église, nous ne trouvons pas pourquoi on ne doit pas rester ensemble. Plutôt que de donner les spectacles que l'Église a donnés jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on doit recadrer un peu les choses dans le sens de l'éternité et prouver que nous avons véritablement les fardeaux de l'Église par les actes. Il s'y est de signaler qu'une petite mise au point a été faite à l'occasion pour expliquer les objectifs et l'essence même du bien fondé du Haut Conseil des Églises de Réveil du Congo, qui est une grande plateforme qui regroupe en son sein plusieurs autres structures, à l'occurrence de l'ERC, avec comme but de consolider l'unité au sein de l'Église Corps du Christ et de travailler pour le bien-être de la nation congolaise. On reste dans ce chapitre pour parler cette fois-là de l'église sanusienne du Saint-Esprit qui n'existe plus sous sa forme initiale. Comme à l'époque coloniale, des fractions ont vu le jour et Claude Passy en appelle à l'unité. Regardez. Aujourd'hui, nous demandons à l'SNM, comme à l'EC, de se mettre ensemble, d'enterrer les haches de guerre, de faire preuve d'une maturité spirituelle afin que les deux parties redeviennent ensemble et acceptent de prendre tous ceux qui étaient dans l'SNM
SNM, entre guillemets, prétendue église sans document légal, et nous invitons les fidèles qui étaient de ces côtés-là de regagner le camp de la raison pour qu'ensemble, l'on puisse travailler pour l'intérêt de cette église qui, pour nous, est une église sœur de l'église kimbanguiste. Je vais terminer mon propos en disant merci à tout celui qui est intervenu d'une manière ou d'une autre en prodiguant des conseils aux responsables de ces deux églises qui aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, les responsables de ces deux églises sont déjà ensemble. Ils parlent déjà le même langage et je pense qu'il y a une tournée en vue pour aller passer les messages aux différentes églises, surtout au siège de l'église, pour qu'on puisse chercher comment les reconstruire. Et la population du territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï, représentée par leurs notables, réunis au sein de leur communauté, apporte un soutien total au chef de l'État pour le projet de développement de 145 territoires et lui témoigne la gratitude pour la promotion de fils et fils d'Ilebo. Regardez. De toutes ces nominations au sein du cabinet du chef de l'État ainsi que dans différents services publics et entités territoriales, les territoires d'Ilebo dans la province du Kasaï n'a pas été oublié par le président de la République. La population d'Ilebo, par la voix de ses notables au sein de la communauté des ressortissants d'Ilebo vivant à Kinshasa, exprime sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un soutien total pour arracher un second mandat à la présidentielle de décembre 2023. C'est en vue de lui permettre de concrétiser son programme de développement de 145 territoires au grand bonheur des Congolais. Les fils et filles du territoire d'Ilebo avons l'honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos sincères remerciements à l'occasion de nomination de nos dignes fils au poste de responsabilité, dont notamment les professeurs Adalbert Gilles Makutu Mangwayay, de M. Ndambo Manjouanjou Fortina, de M. Ngokwe Indolam, de M. Théodore Ngwama, de M. Isidore Kwanja Ngembo et enfin de l'honorable la jeunesse Manjouanja. Nous profitons de cette occasion pour lui présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2023 qui est une année électorale. Les fils et filles du territoire d'Ilebo lui promettent la victoire écrasante à l'issue de ces élections. Et ce message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au chef de l'État et aux membres des institutions publiques à l'occasion de festivités de fin d'année 2022 et de Nouvel An. Pour terminer, le Conseil d'administration, la Direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, on l'insigne, honneur de présenter très respectueusement à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à toute sa famille et le meilleur vœu de santé, de longévité, de progrès, de succès et de prospérité à l'occasion de festivités de fin d'année et de Nouvel An 2023, puisse le Très-Haut assister le chef de l'État dans ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, au gage de l'amélioration du bien-être congolais. Le même vœu s'adresse également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en œuvre pour développer l'entrepreneuriat congolais susceptible de favoriser la création de la classe moyenne nationale afin de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de créer de millionnaires congolais. Fête à Kinshasa le 5 janvier 2023 pour l'ANADEC. Albert Mbombito, président du conseil d'administration, et Ezekiel Bidouaya Moussombo, au directeur général. Voilà ce qui met définitivement fin à ce journal. Merci à vous d'avoir été de notre très bonne suite de programme sur la RTNC.